Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, il surfe sur les vagues comme sur les sciences depuis plus de 60 ans. Portrait du scientifique, écrivain et entrepreneur Joëlle de René, c'est à suivre. Elle surfe sur la tech, sur la culture, elle aussi, c'est Jeanne Dreyfus. Jeanne, aujourd'hui, tu vas nous emmener dans la visite de l'exposition qui fait la une en ce moment à la Fondation Cartier à Paris. Une expo pas comme les autres parce que le musée y est transformé en salle de classe. Tout à fait. L'artiste français Fabrice Hibert a en effet fait de l'institution parisienne un véritable musée-école avec pour thème central la forêt. On va comprendre ce qu'est cet endroit très hybride tout à l'heure. Je vous y emmène. Et dans le talk, 2 initiatives pour le prix d'une aujourd'hui. D'abord de la motivation en barre et surtout en coffret. C'est ce que promet Coco Family, un outil qui apprend la responsabilité aux enfants par le jeu et la parentalité positive. Mélanie Cornier est la fondatrice de Luva & Co. Elle sera avec nous en duplex pour en parler. Bonjour. Bonjour à vous Mélanie. Et en deuxième partie, on va plonger dans les coulisses d'un comeback, celui de la marque de chocolat Merveille du Monde, avec une double mission, une éducation au goût bien sûr, mais aussi à l'écologie. Des tablettes de chocolat qui ont plus d'un tour dans leur sac. Amélie Coulombe, la fondatrice de Crocola, qui aide justement Merveille du Monde à revivre, sera avec nous pour en parler. Mais d'abord, focus. Le prestigieux MIT, l'Institut Pasteur, la Cité des sciences et de l'industrie, aucune vague ne résiste à ce surfeur et scientifique. Joëlle de René s'est installé au carrefour du futur. Son portrait, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Père d'une célèbre écrivaine, un porteur du surf, scientifique, conférencier, professeur, conseiller en entreprise, découvrez les 1000 facettes de la vie de Joëlle de René. Le papa de la femme de lettres, Tatiana de René, était connu bien avant sa fille, puisqu'il est un pionnier. En 1960, il était désigné champion du monde de surf, une discipline qu'il est l'un des premiers à avoir importé en France quelques années plus tôt. En plus, le surf, c'est un peu une métaphore du vivant. La vie est comme une vague. Et sur cette vague, on est à la fois déterminé et libre. Déterminé parce que la vague, elle est formée par quelque chose d'autre qui ne dépend pas de moi, ne dépend pas de ma vie. Et en même temps libre d'évoluer sur cette vague de manière différente. Donc le surf, c'est plus qu'un sport, c'est un art de vivre, c'est une culture. Découvreur du surf, mais aussi de l'ancêtre d'Internet, le réseau ARPANET, alors qu'il était enseignant-chercheur au Massachusetts Institute of Technology de 1967 à 1975. Dans la même période, Joëlle de René était attaché scientifique auprès de l'ambassade de France aux États-Unis. Sa proximité avec les politiques ne suffira pas à faire arriver plus vite Internet en France. Mais cette découverte reste l'un des points forts de son parcours. Débuté à l'île Maurice en 1937, Joëlle de René est arrivé à Paris en 1945, là où il passe son doctorat en sciences à l'Institut Pasteur. Il est alors spécialisé dans la chimie organique et prébiotique, mais son domaine de compétences va bien au-delà. Sa voix est toujours très écoutée, même en matière d'éducation. L'apprentissage moderne va se faire de plus en plus par une constellation d'outils qui ne sont pas seulement la tablette, mais aussi le smartphone. Un sujet sur lequel Joëlle de René ne manque pas d'humour. Et ce que savent faire la génération Internet aujourd'hui, la NetGen, que j'appelle les MHBG, les mutants hybrides bionumériques géolocalisés. Bien sûr. Ce qu'ils savent faire, c'est apprendre aux seniors que la transversalité, encore une fois, des apps, l'appli pour parler un peu plus correctement, des logiciels classiques, des réseaux, des moteurs de recherche et du travail ensemble, crée une constellation qui catalyse l'apprentissage. Pour cet enseignant, qui a été élu personnalité de l'économie numérique en 2012, il y a toutefois une condition. Donc tous ces outils doivent être utilisés. Mais le problème, la question, c'est d'avoir un projet pédagogique. Et ensuite, quand on a un projet pédagogique, c'est-à-dire un plan systémique, alors on cherche les outils adaptés. Ce scientifique aux allures de philosophe, à la fois tranchant et élégant, qui se revendique d'une approche systémique, a trouvé le savant cocktail pour rester concernant, toujours dans l'air du temps. Un savoir et une pensée qu'il ne pouvait que communiquer, notamment à travers l'écriture de nombreux ouvrages qui pourront servir de base pour les générations futures. La mise à exécution de la transmission qu'il a toujours défendue avec passion. Merci infiniment. Un amoureux des sciences et des générations futures, Joëlle de René. Tout de suite, on ouvre notre talk première partie. On va jouer pour mieux responsabiliser les enfants.
Et pour parler de cette méthode Coco Family, on reçoit tout de suite Mélanie Cornier. Mélanie, bonjour à vous. Vous êtes en duplex avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'Uva & Co. Alors, on ne va pas se mentir, hein, la vie des parents n'est pas tout à fait en long fleuve tranquille. Parfois, on peut être stressé, on peut être fatigué. Il y a énormément aussi de choses à gérer. Et la patience vient à manquer. Ce n'est pas grave, vous avez une solution pour nous pour ouvrir les chakras de ce que vous appelez le bien grandir. Respirons ensemble et justement essayons de comprendre quelle est votre méthode. Je crois que c'est une méthode d'ailleurs qui est venue de votre expérience, tout simplement. Exactement. Justement, comme vous expliquez si bien, c'est vrai qu'on peut essayer d'appliquer l'éducation positive au quotidien de notre mieux, mais malheureusement, la vie quotidienne fait que parfois on peut manquer de patience, comme par exemple le matin, quand le petit dernier refuse de mettre ses chaussures, qu'on lui a déjà expliqué l'utilité des chaussures, qu'on lui a déjà proposé le choix de savoir si c'est lui qui les met ou si c'est nous. Mais il y a un moment donné, on est pressé, c'est normal, il y a l'heure de l'école. Donc c'est là que vient notre outil pour apporter un côté plus ludique et plus amusant. Et alors donc, vous nous proposez de la motivation en barre et surtout en coffret. C'est tout le propos de Coco Family, ce coffret que vous mettez notamment en ce moment au point grâce à la plateforme participative Ulule, si mes souvenirs sont bons. Ce coffret de motivation, ça fonctionne comment exactement ? Alors, pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce système, je vais vous expliquer comment on en est venu à cette idée-là. Déjà, on a commencé à regarder et pendant nos recherches, on a remarqué qu'il existait beaucoup de tableaux de comportement. Et ces tableaux-là, vous savez, c'est les petits bonhommes rouges, orange et verts, visent principalement à sanctionner, en fait, lorsque les enfants ont des comportements inadaptés. Et ce n'était pas du tout ce qu'on voulait mettre en place. C'est pour ça qu'on a créé ce système pour plutôt motiver l'enfant à faire les bons choix. C'est-à-dire que pour pouvoir gagner des récompenses supplémentaires, inviter des copains à la maison, ce genre de choses, ils vont pouvoir agir. Et comment ils peuvent agir ? Ils peuvent gagner en autonomie, ils peuvent apprendre à persévérer, à faire du sport, des activités culturelles, mais aussi aider à la maison et respecter les autres. Concrètement, ils vont gagner des jetons en faisant des actions pour bien grandir et grâce à ces jetons, ils vont pouvoir accéder à des récompenses de leur choix en supplément de ce qu'on fait déjà. Alors j'imagine que ces jetons, parce que là aussi c'est du tangible, il faut qu'on puisse les accrocher quelque part, que ce soit très visuel. On les met où ? Comme des magnets sur la porte du frigo par exemple, où on peut imaginer un tableau à la maison où on va pouvoir justement classer toutes ces actions qu'on a gagnées dans la vraie vie ? Alors justement, notre programme, c'est une grande affiche aimantée qui contient 30 actions sur des aimants séparés pour qu'on puisse vraiment l'adapter selon l'âge de l'enfant et la personnalité. Et l'enfant, lui, par contre, ne pourra toucher que les jetons. Les jetons, c'est ce qu'il va pouvoir gagner, collecter. Il va le mettre dans sa petite trousse et il va pouvoir vous les donner pour les utiliser pour accéder à des récompenses en plus, comme imposer le menu du soir, décider le choix du film ou faire un jeu de société, ce genre d'activité. Ça veut dire qu'en fait, vous allez transformer les parents en enfants et inversement. D'ailleurs, c'est un coffret, entre nous, soit dit, qui est plus fait pour les enfants ou pour les parents. Un peu les deux, mon général. Exactement, c'est pour les deux. En fait, pour les enfants, on va leur donner du pouvoir, le pouvoir de décider par eux-mêmes les choix qu'ils souhaitent faire, en les guidant bien sûr vers les meilleurs choix, parce que plus ils font des bons choix, plus ils vont obtenir de récompenses. Mais du coup, pour le parent, c'est bien aussi parce qu'on n'est plus en train de se répéter, de devoir se fâcher, mais on se place en tant que guide pour notre enfant. On est là pour l'aider à accéder à des choses en plus, on peut lui proposer des activités. Alors ça c'est intéressant parce que on le sait en ce moment, les soft skills, les life skills, toutes ces compétences comportementales et ces compétences de vie au quotidien ont vraiment le vent en poupe. On va apprendre à développer l'empathie, l'écoute de soi, l'estime aussi, là aussi de soi et des autres en même temps. Vous diriez que Coco Family mise aussi sur cet apprentissage de compétences qui vont nous accompagner tout au long de la vie ? Totalement.
Totalement. En fait, ça ne remplace pas l'éducation, mais ça vient matérialiser des notions qui peuvent ne pas être forcément concrètes pour les enfants, comme la persévérance. Par exemple, un enfant qui a du mal à colorier va très vite abandonner parce qu'il se sent nul, c'est difficile. Que là, en fait, si on le motive avec des cocos, en plus de lui expliquer en quoi c'est bien, il va comprendre que plus il va s'entraîner, plus il va gagner en compétences. Les muscles de la main vont se muscler, la motricité fine va s'améliorer et surtout, il va acquérir de l'expérience. Et cette expérience est matérialisée par les jetons. Et justement, encore une fois, là aussi, c'est du tangible et du très concret. Vous avez conçu ce coffret pour des enfants de 4 à 14 ans, oui, sauf qu'en 10 ans de différence, il y a forcément des outils de motivation qui sont pas les mêmes. Comment est-ce qu'on arrive à motiver un enfant de 4 ans et un ado de 14 ans ? Totalement. C'est pour cette raison aussi qu'on a fait évoluer notre programme. Les aimants qu'on affiche sur la grande affiche aimantée sont tous séparés. Ça veut dire qu'on va vraiment les adapter selon l'âge de l'enfant, la personnalité, mais aussi l'éducation des parents et les valeurs éducatives. Par exemple, un enfant de 4 ans va très souvent vouloir inviter un copain, une copine ou choisir le menu du soir. Par contre, quand on va s'approcher de 14 ans, ça va être un budget shopping, un budget sortie ou vraiment faire des soirées avec les amis. Oui, donc en effet, on s'adapte au fur et à mesure. Ça se veut fun et ludique, aussi basé sur ce que vous appelez le renforcement positif. Alors là aussi, c'est un des grands buzzwords de cette saison. L'éducation positive, la psychologie positive, la pédagogie là aussi positive. Honnêtement, pour vous, ça veut dire quoi au quotidien? Comment est-ce que vous l'appliquez? Alors, comment on l'applique? Ça va être justement de pouvoir voir le positif dans sa globalité. On ne va pas résumer l'enfant à ses erreurs, mais on va lui montrer qu'on fait tous des erreurs, on est tous des êtres humains, c'est normal, mais ça ne définit pas qui on est et qu'il y a énormément de manières de s'améliorer et de voir les choses différemment. Là aussi, dans ce coffret, et je crois, là, si je ne me trompe pas, que c'est la deuxième version d'une précédente méthode que vous avez mis au point qui s'appelle Cocoland, vous avez revu votre copie, si j'ose dire, grâce notamment au retour de parents, mais aussi de professionnels de l'éducation. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Comment vous avez pu justement upgrader, améliorer cette nouvelle version de Coco Family? Alors justement, cette amélioration, comme je le disais aussi juste avant, c'est que avant, le premier système, c'était une affiche où il y avait tout qui était imprimé directement dessus. C'est-à-dire que ça n'évoluait pas et que l'enfant stagnait dans cette affiche-là. Le nouveau programme permet de pouvoir l'adapter si on a plusieurs enfants, si on a des familles par exemple qui ne veulent pas de temps d'écran avant 6 ans mais qui après l'autorisent, ils peuvent le faire grâce au nouveau qui justement possède des aimants qu'on peut adapter selon ce que l'on souhaite transmettre. Mais en plus, ce qu'on nous a fait remarquer, c'est que les plus grands veulent des plus grosses récompenses. Par exemple, ça peut être aller dans un parc d'attractions, ça peut être une console de jeux vidéo. C'est pourquoi on y a aussi intégré un système d'épargne avec des tickets d'or et des tickets d'argent qu'on peut gagner avec énormément de jetons, donc jusqu'à 400, 500 jetons, donc sous un système d'épargne grâce à un livret qui est transmis aussi dans le coffret. C'est génial, ça permet aussi de faire de l'éducation financière en même temps. Ça tombe très bien. On parlait tout à l'heure de l'empathie et des soft skills. Vous diriez qu'aujourd'hui, c'est un peu un angle mort de l'éducation en France. Et des solutions comme la vôtre permettent justement de remettre de l'enjeu dans l'apprentissage de ces compétences comportementales. Ça l'a été pendant plusieurs années, c'est vrai. Je vois concrètement qu'il y a de l'amélioration au niveau de l'éducation nationale pour remettre les émotions aussi au cœur de l'éducation, notamment pour la lutte contre le harcèlement scolaire où on va exprimer les émotions de la victime et du harceleur, ce qui permet aussi de se rendre compte que les enfants ont aussi des émotions différentes. Ça, c'est une première chose. Mais au niveau réellement de l'éducation proprement parlée, il faut clairement changer les choses et ne plus avoir ces systèmes de tableaux de comportement qui visent à sanctionner, mais plutôt prendre l'enfant dans sa globalité.
Et justement, remettre ces lettres de noblesse à la motivation, c'est ce que vous proposez encore une fois dans ce coffret Coco Family. J'imagine que vous l'avez testé sur vos propres enfants, ils ont été un peu bêta-testeurs de la solution. Exactement. Mes 2 enfants l'ont été et ça a fonctionné directement. Et aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de lui demander d'aller se laver les dents. C'est elle qui court pour y aller avant que je lui demande, puisque c'est comme ça qu'elle gagne des jetons. Vous êtes littéralement la meilleure publicité pour ce coffret. De la motivation, de la responsabilisation pour les enfants, c'est ce qu'on retrouve dans Coco Family. Je crois que pour l'instant, on peut retrouver encore une fois ce concept, cette méthode et ce coffret sur Ulule. C'est bien ça, Mélanie ? Exactement, sur Ulule, sur Coco Family Jeux. Et dans quelques temps, du coup, pouvoir recevoir le coffret directement chez soi. Merci infiniment, Mélanie Cornier, pour l'Uvenco Coco Family, d'avoir fait un tour par le plateau en Skype interposé de l'École du Futur. Merci à vous. Merci. Et tout de suite, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap d'Edouard Degnaud. That one has no battery yet. That one I couldn't charge. If not, I would show it to you. It's called the HoloLens. That one is called the HoloLens. Yeah, the little whip thing is a little weird. Myocardial infarction, due to a lack of oxygen supply through a blockage in the coronary vessels. Cells can be damaged or die if not treated quickly. Et vous êtes sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Jeanne Dreyfus. Dans un instant, on va plonger dans une nouvelle visite absolument fantastique avec toi. Mais nous sommes aussi rejoints par Amélie Coulombe. Amélie, vous nous rejoignez depuis Marseille. Vous êtes la cofondatrice de Crocola. Dans un instant, avec vous, on va plonger dans les coulisses d'un comeback, celui des chocolats de merveille du monde. Bonjour à vous. Bonjour, ravie d'être là. Mais d'abord, je vous l'ai promis, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et direction la Fondation Cartier à Paris, puisque Jeanne, tu nous emmènes dans une exposition particulière parce qu'elle n'est pas uniquement vouée à l'art, mais aussi à l'enseignement. Et oui, en ce moment, on peut voir à la Fondation Cartier l'exposition La Vallée de Fabrice Hibert qui sert à une expérience toute particulière puisque le musée y est transformé en salle de classe géante pendant toute la durée de l'exposition. Alors la façade de la Fondation donne le ton, toute colorée ludique. À l'intérieur, on pénètre la vallée l'école. Les salles de musée accueillent des tables de classe. Le programme d'intervention est délivré sur un tableau noir et les visites par les médiateurs se pratiquent tout bonnement assis dans une salle de classe et les adultes sont aussi dit « Oh,
Mais qu'est-ce que c'est que ça? On reçoit un texto en cours, et puis que ça, en plus, ça regarde le contenu, et que ça s'endort, et que ça remet son écharpe, et que ça se recoiffe. On se croirait dans les reines du shopping plus que dans une salle de classe. C'est absolument délirant. Bon, bah, c'est vachement bien pour se concentrer, dites donc, à être perturbé par les adultes. Enfin, messieurs, dames. Mais les travaux de Fabrice Hibert, notamment ceux qu'il présente au cours de cette exposition, ça sollicite des sujets importants et sérieux. Il faut se concentrer. Bah évidemment, malgré cette dissipation, Marjorie, le travail de Fabrice Hibert n'en aborde pas moins des problématiques essentielles et des sujets importants. Il est connu, Fabrice Hibert, pour placer le vivant au cœur de sa pratique. On le reconnaît à sa manière de peindre tout en légèreté. Il dit, comme la nature utilisait beaucoup d'eau et peu de matière. Si vous êtes parisien et imposable, vous pouvez admirer son œuvre sur la verrière du Lutétia. Ben, j'irai l'admirer beaucoup plus souvent désormais. Que font les apprenants en dehors du fait d'envoyer des SMS? Eh bien, c'est un programme à plusieurs niveaux qui est permis par cette exposition. Il y a les apprenants adultes qui peuvent assister tous les jeudis à des discussions données par des duos de penseurs. Par exemple, il y a l'écrivaine Marie Dariussec qui discute avec un ingénieur forestier du nom de Ernst Zürcher, ou alors un cuisinier, par exemple Guy Savoy, qui est censé parler avec l'artiste Fabrice Hibert lui-même. Et parallèlement, pendant un an, il y a 13 classes d'écoles primaires et de lycées horticoles de région parisienne et de Vendée qui sont invitées à travailler les thématiques qui sont soulevées par l'œuvre de Fabrice Hibert. Et j'ai interrogé la commissaire d'exposition Jeanne Barral sur le contenu de cet enseignement. On l'écoute. On a mis en place un dossier pédagogique, donc très complet, qui fait plusieurs dizaines de pages, qui est organisé sous une forme de lexique. Et en fait, chaque entrée, c'est un terme qui est abordé soit par un tableau, soit par quasiment toute la pratique de Fabrice Hibert, et qui est ensuite déployé. Alors, dans ce lexique, donc un mot, imaginons le mot arbre, est mis en relation avec les œuvres de Fabrice Hibert qui traitent de cet objet. Puis dans le programme, en fait, on a autour de ce mot une constellation de concepts qui en découlent. Imaginons donc pour arbre, on a arborescence, on a généalogie, écosystème, microbiote racinaire, etc. Puis des activités vont être proposées aux élèves. Par exemple, donc créer à l'image de l'arbre une mind map, une carte ou arborescence mentale. Des activités plus pratiques vont être proposées aux élèves, par exemple aller prendre des empreintes sur les arbres à partir d'un papier de fusain ou observer l'arbre avec ses parasites, qu'ils soient d'origine fongique ou végétale. On peut donc le voir, le musée devient un véritable lieu d'apprentissage et apprentissage au pluriel. Alors attention, jeu de mots, est-ce que ce projet a vocation à faire école ou il se limite justement cette exposition en ce moment à la Fondation Cartier? Eh bien, ce modèle de décloisonnement des savoirs et d'éducation par l'art, il est depuis longtemps un sujet de réflexion. De manière générale, il reprend certains principes des pionniers français de l'éducation nouvelle, ce qu'on appelait à l'époque l'éducation nouvelle, qui a déjà plus de 100 ans, parmi lesquels un couple mythique, le couple Freinet, qui a donné naissance à la pédagogie du même nom. On se souviendra des mots d'Élise Freinet, qui dit « L'art se justifie à nos yeux comme le pain pour celui qui a faim ou comme l'eau pour celui qui a soif. » Ce couple veut quoi? Une chose, c'est que l'éducateur soit un jardinier et non un potier. Et en fait, si vous voulez, c'est toute une idée selon laquelle l'engagement physique de l'élève va seconder l'apprentissage assis traditionnel. Le sens de l'expérimentation active, qui est particulièrement favorisée par l'art, sera privilégiée contre l'idée d'un apprentissage passif, d'un savoir théorique. Régnera aussi l'idée, qui est vieille comme les dialogues platoniciens, que toute personne porte en elle le savoir, contrairement à l'idée que seul le maître peut nous le délivrer. Méthode Freinet, souvenez-vous qu'on avait notamment expérimenté avec le podcast La Buissonnière, que vous pouvez toujours retrouver sur toutes les plateformes d'écoute avec l'avis de cette classe de maternelle absolument étonnante.
justement, cette idée, cette conception de l'art, la façon dont Fabrice Hibert le présente notamment en ce moment dans cette exposition, ça peut permettre d'essaimer la méthode Freinet, de lui donner un second souffle? Et en tout cas, dans ses entretiens, Hibert, il signifie en effet qu'il souhaiterait que ce genre d'initiative se multiplie, fasse tache d'huile. Et en fait, lui, il vient d'une façon quasiment hebdomadaire dans les lieux de l'exposition tous les lundis pour collaborer avec donc, les 13 classes en résidence. Et concomitamment, le concept, lui, il est en train un peu de se développer en Europe et aux États-Unis. Alors, en France, à Paris, la Fondation Giacometti a annoncé l'inauguration d'ici 2026 d'un grand musée-école qui prendra ses quartiers à Invalides, dans les anciens locaux d'Air France, actuellement désaffectés. Mais c'est aux États-Unis, en fait, qu'une cinquantaine de museum schools, de musées-écoles, sont déjà en activité, fédérés par la National Association of Museum Schools, qui considère vraiment que le musée-école pourrait bien donc être le partenaire de l'école du futur et l'aider dans tous les défis auxquels elle s'apprête à faire face, et elle fait déjà face actuellement. J'entends par exemple qu'il s'agisse d'accompagner soit les associations de plus en plus nombreuses entre les différentes disciplines, les différents savoirs, ou qu'il s'agisse de la personnalisation de la connaissance, ou encore de la lutte contre les inhibitions qui sont liées parfois aux environnements traditionnels dans l'apprentissage. Donc à suivre. Le musée, si je t'entends bien, qui va pouvoir augmenter, décupler la salle de classe. Amélie, vous suiviez en même temps que nous cette chronique de Jeanne Dreyfus et cette visite absolument fantastique de l'exposition du musée-école de Fabrice Hibert à la Fondation Cartier. Vous aussi, vous pouvez miser sur le musée comme, encore une fois, une nouvelle étendue, une nouvelle ressource pour la salle de classe. Alors oui, je trouve ça vraiment intéressant. Ça donne envie de découvrir cette approche. C'est vrai que passer par des voies d'apprentissage un peu différentes à travers l'art, à travers la pratique manuelle, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes pour les nouvelles générations notamment. Et on va, grâce à vous, dans la deuxième partie de cette émission, revoir nos apprentissages écologiques, notre apprentissage au goût aussi, grâce au comeback d'une marque. Si je vous dis, et si je te dis, tiens d'ailleurs Jeanne, Merveille du Monde, ça t'évoque quoi? Ça me dit toute mon enfance, des animaux formidables, une petite carte où on apprend des choses sur les singes du Gabon, par exemple. Absolument, c'est exactement ça, c'est ces grands carrés de chocolat avec des animaux qui ont émerveillé les goûters de notre enfance. En tout cas, si vous avez vécu votre enfance dans les années 80 ou 90, vous êtes au bon endroit. On va justement plonger dans les coulisses de ce comeback depuis Marseille avec vous, Amélie. C'est la deuxième partie du talk. Amélie Coulomb, fondatrice de Crocola, vous êtes donc en duplex avec nous depuis cette belle ville de Marseille parce que c'est le nouveau berceau d'une marque iconique qui a fait les beaux jours des goûters dans les années 80-90, laissée à l'abandon par son propriétaire Nestlé qui en a arrêté la production en 2006. Oui, ce sont les chocolats Merveille du Monde qui s'apprêtent à revenir dans les linéaires dans quelques jours, au mois de mars très précisément. C'est grâce à vous, Amélie. Pourquoi vous êtes lancée dans ce défi avec votre cofondateur Alexandre Canard? Alors déjà parce que c'est une marque qu'on a bien connue, nous dans notre enfance avec Alexandre, on a grandi avec Merveille du Monde. On avait déjà lancé une première marque de chocolat en 2021 qui s'appelle Crocola, avec déjà cette volonté de proposer un bon chocolat de dégustation aux enfants et d'avoir un engagement réel pour la préservation de l'environnement à travers toute notre approche. On a eu l'opportunité de récupérer la marque Merveille du Monde. Donc pour nous, ça a été une belle opportunité et on a eu cette volonté de faire renaître cette marque historique qui nous avait marqué et qui avait marqué aussi toute une génération en fait, d'enfants des années 80 et 90. Et justement, vous le dites, ça fait partie du challenge. Ça a été si simple que ça pour pouvoir reprendre cette marque emblématique en termes de droit et de négociation avec les ayants droit?
Non, ça a été une procédure qui a été assez longue. On a commencé en fait les échanges sur Merveilles du Monde il y a à peu près 2 ans, au moment du lancement en fait de Crocola. Donc ça a été une opportunité en fait de rentrer dans l'appel d'offres de l'ex-détenteur en fait de la marque qui n'était plus Nestlé, puisqu'elle avait été entre-temps récupérée par une société vraiment spécialisée dans le rachat de marques historiques qui n'avait pas forcément vocation à remettre la marque sur le marché, mais qui cherchait du coup à l'époque un repreneur. Et du coup, on a présenté un projet avec cet engagement en fait très marqué de donner un tournant à la marque en termes d'engagement pour la préservation de l'environnement et des espèces sauvages. On a remporté l'appel d'offres et après, ça a été plus d'1 an et demi de travail vraiment pour remettre sur pied la marque Merveilles du Monde et rétablir les fondamentaux qui n'étaient plus là puisqu'on a récupéré une marque où vraiment tout était à reconstruire. Une marque qui est aussi comme un retour en enfance, littéralement. Vous ciblez qui d'ailleurs? C'est plutôt les parents adolescents ou les futurs enfants qui vont pouvoir avoir accès à ces grands carrés de chocolat avec ces animaux et désormais ces végétaux aussi sur ces carrés? Alors, on sait qu'avec Merveilles du Monde, on va toucher à la fois les adultes qui ont connu Merveilles du Monde dans leur enfance, donc toute cette génération à partir de 35 ans, on va dire, qui ont bien connu la marque enfant et qui vont avoir l'envie aujourd'hui de la transmettre aussi, de la faire découvrir à nouveau à leurs enfants. Donc il y a vraiment cette idée de transmission et on constate que la marque déjà a encore un niveau de notoriété très fort, autour de 30%, malgré un arrêt en 2006 et qu'il y a encore un lien émotionnel en fait très fort autour de Merveilles du Monde puisque ça nous ramène à des souvenirs d'enfance. Donc il y a un affect qui est vraiment particulier autour de cette marque. Et j'ai envie de vous dire que je reconnais la petite fille en moi quand je vois notamment les images et le clip, le teaser du retour de Merveilles du Monde. Moi aussi, j'avais envie de me déguiser en aventurière pour aller justement à la rencontre de ces animaux absolument incroyables. 6 grands carrés de chocolat décorés d'animaux en relief. Vous avez aussi ajouté la flore à la faune pour cette version 2023. Oui, l'idée, c'était vraiment d'en faire une marque emblématique de la biodiversité dans son ensemble. Donc, à la fois à travers les formes qu'on a développées pour nos moules, où on va retrouver à la fois des animaux en relief, mais aussi des végétaux. Donc, ça, c'est assez nouveau. Et puis, on va vraiment élargir la diversité des animaux pour avoir des animaux marins, des oiseaux et pour vraiment représenter et mettre en avant donc avant tout les espèces à protéger, donc les animaux en voie de disparition et aussi bien dans les cartes à collectionner qui seront à découper directement dans l'emballage où on va retrouver également des végétaux à protéger. Oui, parce que plus qu'une tablette de chocolat, c'est un véritable éveil à la conscience écologique que proposait déjà cette marque dans les années 80 et 90 et sur laquelle vous avez eu envie d'aller encore plus loin. Vous êtes notamment allié à des ONG et aussi à des grands spécialistes des jeux écologiques pour éveiller encore une fois ces consciences. Je crois qu'un de vos partenaires, c'est BioViva. C'est un éditeur qui est pionnier sur les jeux de société, sur la nature et l'environnement. C'est bien ça? Exactement. On a mis en place un partenariat avec BioViva, Défi Nature, qui sont des jeux assez connus aujourd'hui, ce qui nous permet en fait d'avoir vraiment un partenaire expert avec toute cette connaissance scientifique autour des animaux, des végétaux, qui nous permet d'avoir des informations très riches et très intéressantes autour des espèces qu'on va protéger et mettre en avant sur nos cartes, mais aussi d'assurer un renouvellement en fait régulier des cartes pour assurer une collection renouvelée sans cesse dans nos emballages. Et effectivement, sur l'aspect éco-responsable et engagement, on avait la volonté aussi déjà d'utiliser un cacao issu du commerce équitable. On sait qu'il y a de vrais enjeux derrière le cacao, que ce soit environnementaux ou sociaux. Et déjà, avoir cette labellisation Max Havelaar et garantir un approvisionnement Fairtrade, c'était pour nous une première étape importante. Après, on a eu l'envie d'aller encore plus loin en s'associant et en rejoignant le collectif 1% pour la planète, où on va soutenir en fait des associations qu'on a sélectionnées, notamment ISA et Jane Goodall Institute,
qui sont des associations très affinitaires avec les valeurs qu'on souhaite défendre autour de Merveilles du Monde et de nos engagements, pour prendre part concrètement à des actions terrain. Donc c'est Issa et Jane Goodall qu'on va soutenir cette année dans le cadre d'1% pour la planète, qui veut dire qu'on reverse en fait 1% de notre chiffre d'affaires annuel à ces associations en particulier. Ouais, c'est du très concret. Ça veut dire qu'un chocolat éco-responsable sans greenwashing ou impact watching, c'est possible? Nous, c'était vraiment notre volonté, en fait, dès le départ. Alors, on n'est pas un grand groupe, on est une petite structure, ce qui nous permet aussi d'avoir plus de flexibilité, je pense, et plus de conviction dans les valeurs qu'on défend. Et c'était nos partis pris, en fait, dès le début. C'est ce qu'on soutient déjà avec Crocola, donc ça nous semblait juste une évidence, en fait, de le faire avec une marque qui s'appelle Merveilles du Monde, qui est quand même évocatrice de tout un univers de nature sauvage et de préservation. On le dit depuis tout à l'heure, vraiment, une des grandes missions de cette marque de Merveilles du Monde, c'est l'engagement pour le développement de la conscience écologique et environnementale des enfants. Aujourd'hui, évidemment, ce sont les premiers publics concernés par ces enjeux, cette transition climatique et puis aussi le phénomène d'éco-anxiété. C'est une façon d'apporter aussi une réponse, une solution pratico-pratique à la façon de faire diminuer cette anxiété du futur et de la transition climatique. Alors, je pense que d'aborder les choses par l'angle de la gourmandise ou de l'aspect plus ludique, ça permet aussi de faire passer des messages plus facilement, notamment aux nouvelles générations. L'idée, c'est pas de les angoisser ou de dramatiser la situation, je pense, auprès des plus jeunes, mais vraiment d'aborder les choses de manière naturelle et simple dans le quotidien, en fait. Et consommer une tablette de chocolat, ça fait partie du quotidien, en fait, de consommation des familles, aussi bien des parents que des enfants. Et c'est une manière assez accessible, en fait, d'aborder les choses, tout en s'amusant et tout en continuant à se faire plaisir, mais de manière plus responsable et avec une solution assez simple de sensibiliser aux espèces à protéger, aux enjeux autour de la biodiversité. Et ça fait tellement partie du quotidien de chaque famille de manger du chocolat que c'est aussi devenu une véritable question. Vous le savez, Amélie, là aussi, on ne va pas se mentir, l'addiction au sucre, c'est devenu un des sujets prépondérants pour les industries de l'agroalimentaire, mais pas que. Il y a cette BD fantastique en ce moment qui est en train de paraître, qui s'appelle Junk Food, une BD enquête passionnante sur l'addiction au sucre, qui est publiée par les éditions Casterman. Ses co-auteurs, une illustratrice et un journaliste, ont remonté la piste justement de la malbouffe et du sucre, considérée comme la première drogue au monde. Il y a des témoignages, il y a des informations, des études qui nous font réfléchir sur nos comportements alimentaires. On y apprend notamment que le Mexique est le premier pays au monde à avoir interdit la vente de snacks et de sodas aux moins de 18 ans, en tout cas pour certaines régions du Mexique, et que le chocolat arrive en tête du top des aliments les plus addictifs. Comment est-ce que vous réussissez là aussi à répondre à cet impératif de mieux manger et d'essayer d'abaisser le taux de consommation de sucre? Oui, alors ce point de l'éducation à la bonne gourmandise, c'est un sujet qui est particulièrement important pour nous sur notre marque Crocola, qui est une marque qui a pour mission d'initier les enfants au bon chocolat. Donc l'éducation au goût, on sait que c'est clé. L'éducation à la bonne gourmandise aussi, parce que c'est compliqué de se couper du tout au tout de la consommation de chocolat, de confiserie, etc. Le plaisir, c'est quand même quelque chose d'important et qui est aussi ancré dans nos habitudes. Avec Crocola, ce qu'on propose, c'est une alternative où on ne va pas enlever le sucre, mais on va le doser de manière plus raisonnable. On va utiliser du sucre de canne non raffiné et on va aussi sensibiliser aux quantités de chocolat qui sont consommées par les enfants. Donc nous, nos tablettes Crocola, elles sont portionnables en 10 barres de 10 grammes, ce qui permet aussi, quand on va commencer à donner du chocolat à son enfant de 3, 4 ans, de 5 ans, à quantifier et à limiter la quantité qu'on lui donne. Parce qu'effectivement, le chocolat, comme tout autre produit sucré, ça doit se consommer de manière modérée. Ça doit rester un petit plaisir occasionnel et pas une consommation en excès au quotidien. Oui, c'est une façon, là aussi, encore une fois, très pragmatique de trouver le bon alignement, le bon mix, le bon dosage entre l'aliment plaisir et l'alimentation saine. Exactement, oui, exactement. L'aliment plaisir, on sait qu'il reste important. Enfin, clairement, cette notion de plaisir,
de se faire plaisir avec des produits gourmands, notamment en période de crise. Je pense qu'il est essentiel. Il y a une vraie volonté de se tourner vers des aliments réconfortants, d'avoir ces petits moments de plaisir à partager en famille. Ça, je pense que c'est compliqué de s'en couper complètement. En revanche, faire attention à ce qu'on consomme comme type d'aliments et gourmand et regarder la liste des ingrédients, être vigilant à consommer des produits plus naturels, notamment quand on s'adresse aux enfants pour les habituer aux bonnes choses dès le plus jeune âge. Effectivement, c'est quelque chose qui est quand même essentiel. Et puis là aussi, j'y reviens, c'est-à-dire qu'on boucle la boucle, cette éducation au goût, au locavore aussi, puisque je crois que les tablettes seront notamment fabriquées dans la Loire, si je ne dis pas de bêtises. C'est aussi continuer sur cet éveil justement à l'écologie, à la conscience environnementale et à son propre impact. Il y a aussi une histoire dans l'histoire, si j'ose dire, avec Merveilles du Monde, avec ce comeback et avec votre marque Crocola, Amélie, puisque vous avez 12 ans d'expérience comme responsable de marque dans l'univers de la gourmandise et de l'enfance, des fabricants de jouets, Mattel pour ne pas les citer, jusqu'au leader de l'agroalimentaire et de la gourmandise avec Haribo. Mais vous êtes retourné vous-même à l'école pour pouvoir lancer cette chocolaterie Crocola à Marseille. Vous avez passé un CAP de chocolatier. Oui, exactement. C'est vrai que quand j'ai commencé à envisager de lancer Crocola, j'ai voulu aussi passer par la case formation manuelle, déjà parce que j'avais très envie de le faire et d'avoir cet apprentissage d'un métier manuel qui est passionnant, celui de chocolatier. Donc, quand j'ai quitté Haribo il y a à peu près 3 ans pour lancer mon projet, j'avais très envie, déjà l'engagement de base était de se dire que j'avais très envie de me tourner vers un projet personnel plus en phase avec mes valeurs et mes convictions, mais que j'avais aussi envie d'apprendre à faire moi-même. Et donc, j'ai passé 1 an dans cette formation de chocolatier pour passer mon CAP chocolatier. Donc, passer d'un job de bureau à cet aspect très, très manuel, c'était aussi hyper intéressant, complètement. Vraiment un changement assez marqué, mais très propice aussi à la prise de recul et très, très valorisant, le fait d'apprendre un métier, à faire quelque chose de ses mains. Et donc, ça m'a permis, pendant 1 an, d'apprendre ce métier, d'avoir suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir ce qu'il est possible d'envisager en termes de développement, de pouvoir travailler directement sur toute la partie recherche et développement. Donc ça m'a apporté un recul vraiment nécessaire au lancement du projet. L'artisanat qui reste la première entreprise de France, je reprends le slogan justement des fédérations de l'artisanat, mais qui est très vrai et qui permet là encore une fois de toucher de très près la façon dont on peut justement apporter des solutions en matière d'économie et d'éducation. En attendant de pouvoir retrouver les tablettes Merveilles du Monde en grande surface dans quelques jours, je crois qu'on peut se les procurer pour les plus chanceux et les Parisiens à la grande épicerie de Paris et puis on précommande aussi sur Ulule. Oui, exactement. On a lancé une campagne de précommande sur Ulule depuis le 10 janvier. Donc, ça fait une dizaine de jours et c'est déjà un grand succès parce qu'on est presque à 30 000 tablettes vendues en quelques jours. Donc, une première campagne food Ulule à date. Donc, c'est vraiment un beau succès pour l'instant. Et on arrive à la grande épicerie de Paris le 15 février en avant-première pour une période de 3 semaines et en grande distribution dans la plupart des enseignes à partir de mars-avril. Eh bien, je crois qu'on va se précipiter avec Jeanne et avec Édouard Denuau aussi, qui est dans mon oreillette, en grande surface et en linéaire pour pouvoir vous retrouver. Merci infiniment à Amélie Coulombe d'avoir fait un tour par Skype interposé depuis Marseille sur le plateau de l'École du Futur. Et puis bon courage, justement, à Merveilles du Monde. Merci à vous et à bientôt pour le lancement. À très bientôt. J'espère qu'on aura des plaquettes et des tablettes de chocolat en plateau, dites donc. Merci Jeanne. Toi aussi, t'attends tes tablettes? Évidemment. Je serai présente pour cette émission. On se retrouve dès demain pour un autre épisode d'autres aventures de l'École du Futur. Je vous dis à demain, bien sûr.